Une petite fille s'approche de deux policiers et dit « S'il vous plaît, aidez-moi. Mes parents m'ont jeté dehors. » Deux policiers se tenaient près de leur voiture de patrouille dans une rue tranquille d'Arkansas. Le soleil était bas. La rue était vide. Puis ils la virent, une petite fille marchant vers eux. Sans chaussures, des égratignures sur les jambes, une robe déchirée, les cheveux couverts de poussière. Elle semblait avoir environ 7, peut-être 8 ans. Mais ce furent ses yeux qui paralysèrent les deux officiers. Ils ne ressemblaient pas à des yeux d'enfant. Ils ressemblaient à ceux de quelqu'un qui avait trop vu. Elle s'approcha, s'arrêta et dit d'une voix douce et monocorde, « S'il vous plaît, aidez-moi. Mes parents m'ont jeté dehors. » Le plus jeune des officiers, l'officier Ryan, se pencha. « Comment t'appelles-tu, ma puce ?» demanda-t-il gentiment. Elle le regarda d'un air vide, puis murmura, « Gracie. » « Gracie quoi ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. Ils ne me l'ont jamais dit. » Le policier plus âgé, le sergent Lewis, resta silencieux. Il était dans la police depuis 22 ans. Mais quelque chose chez cette petite fille semblait plus lourd que la plupart des affaires. « Où sont tes parents maintenant ?» demanda Ryan. Gracie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda derrière elle, puis le sol. « Ils ont dit que je n'étais pas à ma place. Ils m'ont poussé dehors. Ils ont verrouillé la porte. J'ai dormi près de la benne à ordures la nuit dernière. » Le visage de Ryan changea. Il enleva sa veste et l'enroula autour de ses petites épaules. Gracie ne le remercia pas. Elle ne sourit pas. Elle resta juste là, immobile et silencieuse. « Est-ce qu'ils t'ont déjà fait du mal ?» demanda le sergent Lewis. Gracie marqua une pause. « Ils ne frappent pas comme dans les films. Ils font mal avec des ceintures et d'autres trucs. Ils disent que je parle trop, alors j'ai arrêté de parler. » Ryan regarda Lewis. Ce n'était pas qu'une dispute familiale. Puis Gracie dit autre chose, quelque chose de doux, quelque chose d'étrange. « Cette maison n'est pas la mienne. » « Pas vraiment. Je me souviens d'un autre endroit, une petite maison jaune avec des fleurs et une dame douce qui sentait les biscuits. » Lewis plissa les yeux. « Gracie, te souviens-tu où se trouve cette maison ?» Elle hocha lentement la tête. « C'est loin derrière les bois. » La vérité n'était pas seulement à l'intérieur de son ancienne maison. Elle était quelque part plus profond. Et Gracie, elle était la seule à se souvenir de la façon dont tout avait commencé. Le sergent Lewis se pencha plus près. « Tu as dit, derrière les bois ? Quel bois, Gracie ?» Elle leva les yeux pour la première fois. Ses yeux étaient grands, toujours calmes, toujours perdus. Mais maintenant, il y avait autre chose, un souvenir qui tentait d'émerger. « Je ne sais pas comment il s'appelle, » dit-elle. « Mais je me souviens des arbres. Beaucoup d'arbres. La route était longue. Pas de maison, juste du vert tout autour. » Ryan jeta un coup d'œil à Lewis. Ce n'était pas juste de la maltraitance. Cela se transformait en quelque chose de plus grand. Il demanda, « Gracie, depuis combien de temps vis-tu avec ces gens ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je ne compte pas les jours. » Lewis demanda, « Vas-tu à l'école ?» « Non, » dit-elle. « Ils ont dit que j'étais trop bête. Ils ont dit que je les embarrasserais. Te souviens-tu comment tu es arrivé chez eux ?» Gracie hocha la tête. « Je dormais dans un petit lit avec une couverture rose. Puis quelqu'un m'a prise. Je me suis réveillé dans une voiture en mouvement. Il faisait noir dehors. » La voix de Ryan s'abaissa. « Tu veux dire que quelqu'un t'a prise de la maison jaune ?» Gracie murmura, « Je crois bien. » C'est alors que Lewis fit son rapport. Il demanda les services de protection de l'enfance, des détectives et une équipe scientifique pour se préparer. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était un possible enlèvement, voire du trafic. Et Gracie avait vécu cela pendant des années sans que personne ne le remarque. Ryan resta près d'elle. « Tu es en sécurité maintenant, Gracie. Nous allons t'aider. » Elle le regarda et demanda, « Je peux avoir un biscuit ?» Cette seule phrase, cette toute petite demande, brisa le cœur de Ryan en deux. Il ouvrit la boîte à gants.
Il y avait une barre granola. Il la lui tendit comme si c'était de l'or. Elle la tint à deux mains et dit « Merci ». Comme si personne ne lui avait dit de mots gentils depuis des années. Puis elle dit une dernière chose avant qu'il ne démarre. Je me souviens que la dame qui me tenait sentait les biscuits. Ses mains étaient douces. Je pense qu'elle a pleuré quand j'ai disparu. Et ce fut le premier véritable indice. Pas un nom, pas une adresse, mais quelque chose de plus profond. Gracie se souvenait de l'amour, ce qui signifiait que quelqu'un, quelque part, se souvenait encore d'elle. Et quelqu'un, quelque part, la cherchait peut-être. Gracie s'assit à l'arrière de la voiture de patrouille, tenant la barre granola à deux mains. Elle ne la mangea pas vite. Elle la tenait comme si c'était la seule chose douce qu'elle avait touchée depuis des années. Le sergent Lewis s'assit à l'avant, appelant la centrale. Demandez au service de protection de l'enfance d'arriver et nous avons besoin de quelqu'un des personnes disparues remontant à 10 ans. Peut-être plus. Ryan se tourna sur son siège et regarda Gracie. Elle fixait toujours la fenêtre, calme, immobile. Ses lèvres bougeaient légèrement, comme si elle se parlait à elle-même. Il demanda doucement, « À quoi penses-tu, Gracie ?» Elle dit, « À la dame dans la maison jaune. Je pense que son nom commençait par un M. Peut-être Marie ou Maggie. » Ryan sentit sa poitrine se serrer. Cette fille avait des souvenirs. Des vrais, pas des histoires inventées, pas des jeux. Des souvenirs remplis de vraies personnes, de vraies odeurs, de vrai amour. « Combien de temps es-tu resté avec cette dame ?» Gracie murmura, « Je ne sais pas. » Elle faisait de la soupe. Elle chantait des chansons douces. Elle m'appelait, ma citrouille. Elle disait que j'étais son petit miracle. Lewis se retourna du siège avant. Elle t'a déjà fait du mal? Gracie secoua rapidement la tête. Non, jamais. Elle pleurait beaucoup, mais pas à cause de moi. Je pense que quelqu'un est venu une nuit et m'a prise. Je ne sais pas qui, mais je ne me suis plus réveillé dans la maison jaune. Je me suis réveillé dans l'endroit sombre. L'endroit sombre? Demanda Ryan. Gracie baissa les yeux. Ses doigts se resserrèrent autour de l'emballage. Ils m'ont mise dans un sous-sol. J'y suis resté plusieurs jours. Pas de lumière, pas de voix, juste des pas au-dessus de moi. Ryan ne parla pas. Lewis ne bougea pas. J'ai beaucoup pleuré, dit Gracie. Mais personne n'est venu. Puis un jour, ils ont ouvert la porte. Un homme m'a porté dans une nouvelle maison, celle que je viens de quitter. Le sergent Lewis serra fortement ses mains l'une contre l'autre. Ce n'était pas juste de la maltraitance. C'était un crime enfoui sous des années de silence. Ils se dirigèrent directement vers les services de protection de l'enfance. Gracie resta silencieuse pendant tout le trajet. Elle ne pleura pas. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle ne dit pas qu'elle avait peur. Ce n'est qu'en arrivant sur le parking qu'elle parla. Vont-ils me renvoyer? Non, dit Ryan, se tournant vers elle. Tu ne retourneras jamais là-bas. Gracie hocha la tête. Mais elle n'avait pas l'air heureuse. Elle dit juste, d'accord, je n'aime pas espérer des choses. Et cette phrase, cette toute petite phrase, en dit plus que n'importe quel os cassé n'aurait pu le faire. Ce n'était pas juste un sauvetage. C'était le début d'une guerre parce que quelqu'un avait pris Gracie d'un foyer rempli d'amour et l'avait jetée dans une vie remplie de douleur. Et ce quelqu'un était toujours dehors. À l'intérieur du bureau des services de protection de l'enfance, l'air était calme, trop calme. Gracie était assise sur une petite chaise près du coin de la pièce. Elle ne toucha pas la boîte de jus qu'il lui avait donnée. Elle ne toucha pas la peluche. Elle se contenta de fixer le mur. L'officier Ryan se tenait près de la fenêtre. Le sergent Lewis parlait avec une femme des services sociaux nommée Dana Keller. Elle était dans le département depuis 17 ans. Elle avait vu des foyers brisés, des parents drogués, des fugueurs. Mais cela, elle regarda de nouveau ses notes. Prise d'un autre foyer il y a des années. Sous-sol, pas d'école, pas de médecin, pas d'acte de naissance, pas de dossiers légaux, pas de dossier social, pas de photos. Puis elle prononça les mots à voix haute, c'est comme si elle avait été effacée. Ryan la regarda.
Elle se souvient d'une maison jaune, d'une femme nommée Marie ou Maggie, de fleurs, de biscuits, d'un sous-sol, de maltraitance. Dana regarda Gracie. Elle se souvient de l'amour. Lewis s'avança. Elle se souvient aussi d'avoir été enlevée. Dana demanda, « Avez-vous vérifié la base de données nationale pour d'anciens rapports d'enfants disparus ?» Lewis hocha la tête. « J'ai fait le signalement, mais cela pourrait prendre des heures. » Ryan fixa Gracie. Elle ne tressaillit même pas. Pas de pleurs, pas de panique, juste le vide. Elle m'a dit, « Je n'aime pas espérer des choses. » Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant devrait jamais dire. Dana s'approcha de Gracie. Elle s'agenouilla. « Bonjour, Gracie. Je m'appelle Dana. Je ne suis pas policière. Je suis là pour m'assurer que tu es en sécurité. » Gracie ne répondit pas. Dana sourit doucement. « Tu n'es pas obligé de parler tout de suite, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es plus seule. » Gracie leva les yeux et dit, « Je peux demander quelque chose ?» « Bien sûr, ma chérie. » La voix de Gracie ne trembla pas. Elle ne ressemblait même pas à celle d'une petite enfant. Elle semblait plus âgée, fatiguée, lourde. « Quand les gens vous volent, vont-ils en prison ?» Dana sentit sa gorge se serrer. « Oui, dit-elle lentement. Si quelqu'un t'a prise et t'a fait du mal, il ira en prison. » Gracie hocha la tête une fois, puis dit, « Alors s'il vous plaît, ne les laissez pas me voir à la télé. Ils pourraient revenir. » Tout le monde dans la pièce devint silencieux. Non pas parce qu'ils étaient choqués, mais parce qu'ils la croyaient. Chaque mot. Ce n'était pas juste un dossier. C'était une vie volée. Et maintenant, cette vie parlait enfin. La pièce resta silencieuse longtemps après que Gracie eut parlé. Dana plaça une légère couverture sur ses épaules, mais Gracie ne bougea pas. Elle resta assise là, les yeux grands ouverts, les mains tenant toujours l'emballage vide de la barre granola. Le sergent Lewis sortit dans le couloir et passa un appel. Il composa un numéro de mémoire. Une femme décrocha. « Ici l'agent Claire Monroe, FBI, affaire des personnes disparues. » Lewis parla à voix basse et stable. « Nous avons un enfant. » Elle dit s'appeler Gracie. Pas de nom de famille. Elle affirme avoir été enlevée il y a des années d'une maison jaune, possiblement par une Maggie ou Marie. Elle se souvient de fleurs, de biscuits, d'un sous-sol, de maltraitance. Claire n'hésita pas. « J'arrive tout de suite. » À l'intérieur, Dana s'assit en face de Gracie. « Je peux te demander quelque chose, Gracie ?» Gracie leva les yeux, ses yeux fatigués. « Te souviens-tu à quoi ressemblait l'extérieur de la maison jaune ?» Gracie marqua une pause, puis dit, « Elle avait des murs blancs, mais ils étaient vieux. Un peu de peinture s'écaillait. Il y avait des chaises bleues dehors. L'une était cassée et il y avait des pots de fleurs sur les marches. » Dana hocha doucement la tête. « Autre chose ?» La voix de Gracie baissa. Elle murmura, « Des carillons. Il faisait un son doux quand je dormais. » L'officier Ryan resta immobile dans le coin, les poings serrés. Puis Gracie dit quelque chose d'inattendu. « La femme qui m'aimait, elle avait une cicatrice sur le cou. Cela ressemblait à une brûlure. » Dana le nota rapidement. C'était spécifique, réel, indéniable. Gracie ramena ses genoux à sa poitrine. « Je ne veux pas dormir ce soir. Parfois, quand je dors, je me réveille dans ce sous-sol. Je sens la moisissure. J'entends des pas. Je crie, mais personne ne vient. » Ryan s'assit à côté d'elle. Il ne parla pas. Il resta juste là. Il n'avait rien besoin de dire car Gracie avait passé des années à crier en silence. Et maintenant, pour la première fois, des gens écoutaient. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit. Une grande femme vêtue d'une veste sombre entra. Elle tenait un dossier à la main. Yeux perçants, visage fatigué. C'était l'agent Monroe. Elle regarda directement Gracie, et Gracie la regarda directement en retour. Pas de peur, pas de mots, juste quelque chose de silencieux passa entre elles. Monroe s'assit lentement et dit, « Bonjour, Gracie. Je crois que je te cherchais depuis très longtemps. » L'agent Monroe posa le dossier sur la table. Elle ne l'ouvrit pas encore.
Elle se contenta de regarder Gracie. Je travaille avec des familles dont les enfants ont disparu, dit-elle. Et certains enfants qui recherchent leur famille. Gracie ne cligna pas des yeux. Elle resta immobile comme toujours. Te souviens-tu d'autre chose à propos de la dame dans la maison jaune? Demanda Monroe. Gracie regarda le sol pendant un moment, puis dit doucement, elle avait les cheveux courts, gris aux pointes. Elle sentait la vanille. Parfois, elle fredonnait des chansons en cuisinant. Monroe se pencha. Te souviens-tu comment elle se faisait appeler? Gracie secoua la tête. Elle a dit que je pouvais l'appeler mamie. Ryan s'avança. Ce n'est pas un surnom qu'un enfant invente. Monroe ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos. D'anciens rapports de personnes disparues. Des photos d'enfants. Des photos de maisons. Elle en glissa une sur la table. C'était une photo d'une maison. Des murs blancs, des chaises bleues, des pots de fleurs. Gracie fixa. Puis elle hocha la tête. C'est ça. C'est la maison. Monroe sortit une autre photo. Une femme âgée souriante avec un enfant dans les bras. Cheveux courts et gris, un visage doux, une petite cicatrice sur le cou. Les yeux de Gracie se fixèrent sur l'image. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas. Elle tendit simplement la main et posa doucement sa main sur la photo. La gorge de Ryan se serra. Monroe demanda doucement, « Te souviens-tu de son visage ?» Gracie murmura, « Je n'oublie pas les gens gentils. » Monroe se tourna vers les autres. Le nom de cette femme était Margaret Ann Holloway. Elle a signalé la disparition d'une fille il y a 9 ans. Pas de dossier de naissance, pas de papier d'adoption. Elle a dit que l'enfant était apparu une nuit sur son porche enveloppé dans une serviette. Aucune note, aucune réponse. Dana murmura, « Alors, elle l'a élevé ?» Monroe hocha la tête. Elle a dit qu'elle ne voulait pas appeler la police parce qu'elle pensait que quelqu'un avait laissé le bébé en sécurité. Elle a essayé de la garder, l'a aimée, s'est occupée d'elle pendant presque 2 ans. Lewis parla, confus. Mais pourquoi pas de dossier? Monroe soupira. Elle vivait seule, en pleine campagne. Elle ne faisait pas confiance au système, ne déclarait rien. Puis un jour, la fille a disparu. Gracie tenait toujours la photo, sa main tremblait maintenant un peu. Monroe la regarda et demanda, « Gracie, te souviens-tu de quelque chose concernant la nuit où tu as été enlevée ?» Gracie ferma les yeux et pour la première fois, elle prononça un nom. Caleb. Tout le monde dans la pièce s'arrêta. « Qui est Caleb ?» demanda Monroe gentiment. Gracie ouvrit les yeux et dit une seule chose, l'homme avec la lampe de poche. Il m'a dit de me taire ou il enterrerait mamie dans le jardin. La pièce devint froide maintenant, non pas à cause de l'air, mais à cause de ce seul nom, Caleb. L'agent Monroe se pencha. Gracie, avais-tu déjà vu Caleb avant cette nuit-là? Gracie hocha lentement la tête. Une fois, peut-être 2. Il venait à la maison, parlait à mamie dehors. Elle ne souriait pas quand il venait. Elle avait l'air effrayée. Le connaissait-elle? Gracie réfléchit intensément. Je crois que oui, mais elle ne voulait pas. Monroe saisit sa tablette, tapa le nom. Te souviens-tu d'autre chose à son sujet, Gracie? Les doigts de Gracie se resserrèrent autour du bord de la table. Il avait un chapeau noir. Il sentait la fumée et sa voix était rugueuse, comme s'il était en colère même quand il chuchotait. Ryan resta figé, les mains serrées en poing. Lewis s'appuya contre le mur, la mâchoire serrée. Monroe parla à elle-même maintenant, faisant défiler les dossiers du FBI. Il y avait un Caleb Rowe arrêté il y a 11 ans pour agression domestique. Libéré il y a 8 ans, vivait près de la maison Holloway. Elle leva les yeux. Gracie, Caleb t'a-t-il déjà touché? Fait mal? Gracie ne répondit pas. Elle se contenta de fixer l'avant. Après une longue pause, elle dit, « Il ne m'a pas touché de la manière dont les gens pensent. » Tout le monde écouta, silencieux. Mais il m'a arraché à l'amour. Il m'a fait dormir sur des sols froids. Il m'a fait mentir. Il m'a rendue petite. Sa voix était monocorde, totalement monocorde, comme une coupure de papier, mince mais coupante.
Monroe murmura, « Te souviens-tu où il t'a emmené la première fois ?» Gracie hocha la tête. Une caravane. Ça sentait la moisissure. Il avait des cadenas sur le réfrigérateur. Je n'avais pas le droit de manger sauf si j'étais sage. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, alors je restais affamé. Ryan s'assit, le visage dans ses mains. Gracie regarda Monroe. Parfois je me demande si mamie pensait que je m'étais enfui ou si elle pense que je suis morte. Monroe toucha doucement ses mains. Elle n'a jamais cessé de chercher, Gracie. Elle a déclaré une disparition chaque année. Même photo, même histoire, même espoir. Gracie cligna des yeux. Elle veut toujours de moi? Oui, dit Monroe. Elle n'a jamais abandonné. Gracie ne parla pas, mais ses lèvres bougeaient. Elle murmurait quelque chose encore et encore. N'espère pas trop. N'espère pas trop. N'espère pas trop. C'était le genre de phrase qui ne venait pas des dessins animés. Ne venait pas des contes de fées. Elle venait des années de brisement silencieux. Lewis sortit pour passer un appel. Monroe fixa le nom sur son écran, Caleb Rowe. Dernière adresse connue, frontière de la Géorgie. Elle se murmura, « Nous arrivons pour toi. » Monroe se tenait maintenant devant le tableau blanc, marqueur à la main, les yeux fixés sur le mot. « Caleb, ce n'est pas juste un homme, dit-elle doucement. C'est un schéma, une ombre. Il sait comment disparaître. » L'agent Lewis revint dans la pièce, son téléphone encore chaud à la main. « J'ai parlé à la police d'État de Géorgie, dit-il. Ils ne l'ont pas vu. Pas de dossier depuis 5 ans, mais quelqu'un correspondant à son visage a utilisé un faux nom pour acheter des coupons alimentaires près de Cedar Flat. » Monroe encercla la carte. Une petite ville, moins de 1000 habitants, entourée d'arbres, de routes cachées, de lieux oubliés. Gracie était assise dans le coin maintenant, sirotant un cacao chaud. Ses mains tremblaient toujours, ses lèvres toujours sèches, mais ses yeux, ils observaient tout. Ryan, le jeune officier, s'approcha d'elle. « Gracie, si nous y allons et que nous le trouvons, pourras-tu nous dire ce qu'il a fait ?» Gracie baissa les yeux vers sa tasse. Elle n'hocha pas la tête. Elle ne pleura pas. Elle murmura juste, « Assurez-vous qu'il ne touche plus jamais une autre fille. » Ryan sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Cette fille ne voulait pas de vengeance. Elle voulait protéger des gens qu'elle ne rencontrerait jamais. Monroe sortit les anciens rapports de personnes disparues. Gracie Holloway, 8 ans, disparue de son domicile pendant la nuit. La famille a dit qu'elle avait dû s'enfuir. Aucune effraction, aucune fenêtre cassée. Mais maintenant, tout sentait différemment. Maintenant, il savait ce que Gracie n'avait jamais dit. Lewis se pencha, lisant d'anciennes notes. « Attendez, regardez ça. » Il montra la ligne. La mère a refusé l'entretien. Le père a refusé l'accès à la maison. Ryan haussa un sourcil. Que cachait-il? Monroe frappa la table de sa paume. Ils ont menti dès le premier jour. De retour dans le couloir, Gracie se leva lentement et marcha vers le mur de photos. Des enfants disparus, des dizaines d'entre eux, des visages figés dans le temps. Elle montra une image. Petite fille, cheveux bruns, 10 ans. Je l'ai rencontrée, dit Gracie doucement. Dans la caravane. Tout le monde resta figé. La gorge de Lewis devint sèche. Tu es sûr? Gracie hocha la tête. Elle pleurait toutes les nuits. Puis un jour, elle a cessé de pleurer parce qu'elle a cessé de respirer. Monroe devint livide. Comment s'appelle-t-elle, Gracie? Gracie répondit les larmes aux yeux, Amy. Monroe regarda la photo. Amy Dalton, disparue depuis 2020. Monroe se pencha vers Gracie. Où as-tu vu Amy? Dis-moi tout. Gracie déglutit difficilement. Elle serrait maintenant le tissu de sa manche. Sa voix sortit petite, presque brisée. Il y avait une pièce tout au fond. Pas de fenêtre, un seul lit, pas de lumière, juste des chaînes sur le sol. La main de Monroe devint froide. Des chaînes? Gracie hocha la tête comme si elle avait entendu la question dans l'esprit de Monroe. Il la gardait là-dedans. Parfois je pouvais l'entendre chuchoter à travers le mur.
Elle chantait pour elle-même, doux, triste. Lewis ferma les yeux. Et ensuite? Demanda-t-il, redoutant déjà la réponse. La lèvre inférieure de Gracie trembla. Une nuit, je me suis réveillé avec un bruit fort comme du bois qui se brise, comme si quelqu'un tombait lourdement. Elle marqua une pause. Puis j'ai entendu Caleb crier et elle n'a plus jamais chanté. La pièce devint silencieuse. Personne ne bougea. Personne ne cligna des yeux. Ce fut Ryan qui demanda finalement, qu'est-il arrivé à son corps, Gracie? Gracie se détourna. Les larmes coulèrent sur ses joues. Je ne sais pas. Mais le lendemain matin, le sol sentait l'eau de Javel. Monroe couvrit sa bouche. Lewis saisit un stylo et commença à tout noter. Gracie leva les yeux, soudain paniquée. Vous allez aller le chercher, n'est-ce pas? Ryan s'agenouilla à côté d'elle. Il ne força pas de sourire. Il ne promit rien de faible. Il dit simplement, nous allons enterrer cette fille, et nous enterrerons la liberté de Caleb avec elle. Ryan sortit de la pièce. Il avait besoin d'un moment. Sa poitrine était lourde. Ses doigts se crispèrent en poing. Cet homme, Caleb, il devait tomber. Pas de délai judiciaire, pas d'excuse. Il devait payer. Monroe le rejoignit dans le couloir. Elle ne ment pas, Ryan. Je sais, dit-il. Mon Dieu, je sais. Elle s'est souvenue de l'eau de Javel, murmura Monroe. Et des chaînes. Ce n'est pas une histoire qu'un enfant invente. Ryan hocha la tête. Mais il nous manquait quelque chose. Nous devons trouver la cabane. De retour à l'intérieur, Gracie était assise très immobile. Lewis resta à ses côtés. Elle se tourna vers lui. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Il la regarda attentivement. Qu'est-ce que c'est? Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Il y a une trappe dans le sol derrière la cuisine. Caleb a dit que c'était son endroit sûr. Il m'a dit de ne jamais l'ouvrir. Lewis se raidit. As-tu déjà vu ce qu'il y avait là-dedans? Elle secoua la tête. Mais j'ai entendu des pleurs et autre chose. Un son. Du métal qui racle le bois comme des chaînes traînantes. Monroe l'entendit de la porte et revint à l'intérieur. Pensez-vous que quelqu'un pourrait encore être là? Le visage de Gracie devint pâle. Je ne sais pas. Mais une fois, il a emmené une fille là-bas. Elle criait. Il a mis de la musique forte. Je ne l'ai plus jamais revue. C'était suffisant. Ryan passa l'appel. Toutes les unités, préparez-vous pour une entrée en force sur la cabane cible. Suspicion de trafic d'enfants, potentiellement d'homicide. Procédez avec prudence. Mais au moment où l'appel se termina, Gracie saisit la manche de Lewis. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est, ma puce? Si vous ouvrez la mauvaise porte, le plancher s'effondre. Il a dit que c'était son bouton secret pour nous attraper. Oups. Ryan resta figé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Gracie hocha lentement la tête. Il a construit des pièges. Il a dit que si les flics venaient, ils tomberaient avant même de voir son visage. Monroe murmura, il a piégé la maison. Ryan la fixa. Une trappe? Il t'a vraiment dit ça? Gracie hocha la tête. Ses mains tremblaient de nouveau. Il a ri en le disant. Il a dit, si les flics viennent, ils vont tomber plus durement que les enfants ne l'ont fait. Lewis se leva rapidement. Jésus-Christ. Monroe se tourna vers Ryan. Nous ne pouvons pas simplement y aller maintenant. S'il y a des déclencheurs à pression, nous pourrions perdre quelqu'un. Ryan se frotta le visage. Sa mâchoire était serrée. Il devait agir vite, mais intelligemment. Il a déjà trop fait, marmonna-t-il. Si nous attendons trop longtemps, quelqu'un d'autre pourrait mourir. Lewis ajouta, si cette fille là-bas est encore en vie, elle ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Monroe saisit un bloc-notes et fit un croquis rapide. Gracie, dit-elle doucement, peux-tu nous dessiner la cabane exactement comme tu t'en souviens? Gracie eut l'air effrayée, mais elle hocha la tête. Elle prit le stylo et commença à dessiner. Pendant ce temps, au fond des bois,
l'homme nommé Caleb se tenait près de la fenêtre de sa cabane. Sa barbe avait poussé. Ses yeux étaient perçants, froids. Il savait qu'il venait. Il avait vu les nouvelles. Une fille disparue, un croquis correspondant à son camion. Il savait de quelle fille il parlait. Il s'approcha du mur du fond, tira une petite corde cachée derrière une étagère. Clic. La trappe se réinitialisa. Il sourit. Que les héros viennent. De retour au poste, Gracie avait terminé son dessin. Un petit carré derrière la cuisine. C'est là que se trouve la porte secrète, murmura-t-elle. Lewis appela l'équipe du SWAT. Ce n'est pas juste un sauvetage. C'est un champ de mines. Ryan se murmura, que Dieu nous aide. Le convoi avança en silence. Pas de sirène, pas de phare, seulement le clair de lune éclairant leur chemin. Ryan conduisait le SUV de tête. Sa mâchoire était serrée. À côté de lui, Monroe fixait la fenêtre, fusil à pompe à la main. Derrière eux, les officiers du SWAT roulaient en tenue complète. Casque, bouclier, vision nocturne, lunettes de visée. Chaque homme briefé. Un faux pas et vous traversez le plancher. Ce fut la dernière chose que Ryan leur dit. 10 minutes plus tard, ils atteignirent la clairière. La cabane était là, vieille, calme, immobile. Ryan sortit le premier. Le dessin de Gracie était serré dans sa main. Chaque planche, chaque porte, chaque piège mémorisé. Il montra du doigt. Porte d'entrée piégée. Nous passons par le muret, en silence. L'équipe hocha la tête. Ils se séparèrent. 2 officiers contournèrent par l'arrière. Lewis resta derrière dans la voiture, observant les moniteurs. Monroe avança avec Ryan, pas à pas. Chaque pas prudent, doux. Mais à l'intérieur de la cabane, Caleb observait. Une caméra cachée dans les arbres lui montrait tout. Il se pencha en arrière dans sa chaise et sourit. Ils sont venus. Ryan atteignit le côté de la maison. Il souleva un pied de biche. Crac. Le panneau de bois se détacha juste assez pour qu'un homme puisse se faufiler. Il glissa à travers. La cuisine était sombre. Trop sombre. Mais quelque chose n'allait pas. Ryan le sentit. L'air était trop immobile, trop silencieux. Il fit un pas de plus, puis resta figé. Monroe, murmura-t-il. N'entre pas. Il regarda juste sous sa botte, un fil, mince, à peine visible, attaché à quelque chose sous le plancher. Il recula lentement. Fil piège. Monroe jura à voix basse. Il venait de tomber dans un piège mortel. Pendant ce temps, Lewis observait les écrans. Le scanner thermique détecta quelque chose bougeant sous la maison. Il saisit la radio. Ryan, il y a de la chaleur sous la cuisine. Pas qu'une seule personne. Ryan répondit, combien? Lewis fixa le moniteur. 3. Ryan ne bougea pas. Il respirait à peine. Ce fil piège sous sa botte. Un mauvais mouvement et le plancher pourrait exploser. Il leva les yeux. Monroe attendait toujours dehors, figé dans l'ombre. Lentement, Ryan tendit la main dans son gilet. Une petite pince coupante. Il se pencha, les mains aussi stables que la pierre, et coupa le fil. Clac. Rien ne se passa, mais la pièce devint soudainement plus froide. Puis un son d'en dessous de la maison. Une voix de fille étouffée, brisée. S'il vous plaît, ne me quittez pas. Ryan se tourna vers Monroe. Elle est sous le plancher. Monroe entra prudemment maintenant, esquivant le fil. Ils bougèrent ensemble, armes dégainées. Ryan murmura, elle est vivante. Ils cherchèrent rapidement, soulevèrent le vieux tapis, vérifièrent les coins jusqu'à ce que Monroe donne un coup de pied à quelque chose. Creux, une trappe. Ils tombèrent à genoux. Ryan l'ouvrit d'un coup sec. Une échelle. L'air froid s'engouffra et l'odeur, du sang, de l'urine, de l'eau de javel. Monroe eut un haut-le-cœur. Ryan braqua sa lumière dans le trou. Ils la virent. Une fille, peut-être 10 ans, nue sous une couverture, des chaînes aux chevilles, couverte de saleté, couverte de peur.
Ses yeux ne pouvaient même pas se fixer. Ryan appela, doux mais ferme, ma puce, nous sommes la police. Tu es en sécurité maintenant. Mais elle secoua juste la tête, murmura, non, il est toujours là. Monroe tourna brusquement la tête, son arme levée. Ryan resta figé, puis ils l'entendirent. Les escaliers grinçaient de l'arrière de la maison. Ryan poussa Monroe derrière le mur, sa voix était de glace. Sors-la d'ici maintenant. Il braqua son fusil vers les escaliers, mais ensuite une autre voix. Pas Caleb. Une fille sanglotant, suppliant. J'ai fait ce que tu as dit. S'il te plaît, j'ai tout fait. Le cœur de Ryan se serra. Il murmura à Monroe, il y en a plus d'une. Monroe descendit par la trappe. Sa lampe de poche tremblait tandis qu'elle atteignait la fille enchaînée. L'enfant la regarda à travers ses yeux gonflés. Non, non, dit-elle. Ne parle pas. Monroe lui toucha la main. C'est bon. Je suis là. Tu vas sortir. Elle déclipa rapidement le cadenas. La chaîne tomba au sol avec un bruit métallique. À l'étage, des pas de nouveau, plus lents, la voix de Caleb. Froide, calme, dégoûtante. Je t'ai dit de te taire, Emma. Mais tu ne peux pas fermer ta bouche, n'est-ce pas? Ryan jeta un coup d'œil autour de la porte, le vit. Un homme grand, une chemise de flanelle gris sale, tenant un couteau à la gorge d'une adolescente. La fille, Emma, sanglotait fort. Ryan s'avança. Pose ça, Caleb. Caleb sourit comme la mort elle-même. C'est ma maison. Soudain, Emma fit quelque chose de fou. Elle lui mordit la main. Il hurla. Ryan tira. Bang. Le sang gicla sur la porte. Caleb tomba. Le couteau claqua. Emma s'effondra au sol, rampant vers le mur. En bas, Monroe souleva la petite fille dans ses bras. Gracie attendait déjà à la trappe. Elle va bien? Monroe hocha la tête. Ça ira. Dehors, la forêt était d'un silence de mort. Un hélicoptère tournait au-dessus de leur tête. Monroe murmura en sortant, ce n'est pas fini, parce que si Caleb avait monté ça, combien d'autres étaient dehors? La cabane était maintenant envahie par les agents. Lumière, radio, bottes dans la terre. Ryan se tenait dehors, du sang sur son gilet, silencieux, froid, hanté. Gracie était assise, enveloppée dans une épaisse couverture, toujours pieds nus. Elle n'avait pas cligné des yeux depuis des minutes. Monroe s'agenouilla devant elle. Tu es en sécurité maintenant, ma puce. C'est fini. Mais Gracie secoua la tête. Les larmes coulaient sur ses joues sales. Elle murmura quelque chose. Monroe se pencha plus près. Quoi, ma chérie? Gracie la regarda droit dans les yeux. Il m'a donné à eux. Le cœur de Monroe se brisa. Gracie ne parlait pas seulement de Caleb. Qui t'a donné? La voix de Gracie se brisa. Mon père. Le vent s'arrêta. L'air devint glacé. Monroe se tourna vers Ryan. La mâchoire de Ryan se serra. Où sont tes parents maintenant, Gracie? Gracie leva les yeux. Ils m'ont déposé à la station-service. On dit que quelqu'un allait venir me chercher, on dit que si je le disais aux flics, je mourrais comme Daisy. Monroe cligna des yeux. Qui est Daisy? Gracie ne parla pas. Et elle montra juste le sol du doigt. En bas, Ryan se tourna vers l'agent le plus proche. Creuser la cave. Et cette nuit-là, sous le plancher de la cabane, ils trouvèrent des os, de petits os, enveloppés dans une couverture rose. Un nom brodé sur le bord. Daisy. Ryan était assis dans le camion du FBI, tremblant. Les photos dans ses mains ne semblaient pas réelles. De petites côtes, une couverture rose. Le nom de Daisy brodé comme un secret que quelqu'un avait essayé d'enterrer. Monroe se tenait dehors, les mains sur les hanches, la mâchoire serrée. Combien d'autres? Murmura-t-elle. Ryan ne répondit pas. Parce que son téléphone sonnait. Appelant inconnu. Il décrocha. Agent Ryan. Une voix de femme, effrayée, tremblante.
S'il vous plaît, j'ai vu les nouvelles. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Qui est-ce? Je suis la tante de Gracie. Je m'appelle Lynn. Ryan se leva rapidement. Où êtes-vous? En ce moment même, cria-t-elle. Ils ont payé mon frère pour la donner. Il n'a même pas pleuré. Il a pris l'argent et a dit qu'il se fichait de ce qui lui arrivait. L'estomac de Monroe se tordit. Combien d'argent? La femme sanglota. 100 $. La voix de Ryan se brisa. Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi un père ferait-il ça? La réponse de Lynn fit taire toute la pièce. Parce que Gracie n'était pas sa fille. Elle était sa punition. Et de retour à la maison sécurisée, Gracie dessinait sur un papier. Des crayons, rouges, noirs, une maison, un homme, une fille sans visage. Monroe observait tranquillement. Qui est-ce, Gracie? Gracie ne leva pas les yeux. Elle dit un seul mot. Lui. Monroe déglutit. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Le crayon de Gracie se brisa dans ses doigts. Elle leva enfin les yeux et ne dit rien. Parce que ses yeux disaient tout. Ryan claqua la porte de la voiture. Monroe le suivit rapidement. Ils atteignirent la maison de la femme. Lynn. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Main tremblante, des cendres sur ses lèvres d'une cigarette éteinte depuis longtemps. J'ai dit à mon frère de ne pas le faire, murmura-t-elle. Mais il a dit que c'était mieux ainsi. A dit qu'elle n'avait jamais vraiment été la sienne. Monroe se pencha. Dis-nous tout. Lynn alluma une autre cigarette, ses yeux brûlaient de culpabilité. La maman de Gracie, Heather, avait 17 ans, s'était enfuie un été, était revenue enceinte. La poitrine de Ryan se serra. Et le père? Lynn baissa les yeux. Personne ne connaît son nom, juste que c'était un homme de la montagne. Bien plus âgé, très silencieux, vraiment malade dans sa tête. Les parents d'Heather l'ont forcé à garder le bébé. Lui ont dit que Dieu la punirait si elle ne le faisait pas. Alors, elle a épousé le cousin de Caleb, Tyler, juste pour que la ville se taise. Mais Tyler n'a jamais aimé Gracie, ne l'a jamais considérée comme la sienne. Il l'enfermait dans des placards, la faisait manger dehors, disait qu'elle était la fille du diable. Lynn était la seule à essayer de la protéger, mais même elle avait peur de Tyler. Et une nuit, après trop de verre, Tyler l'a forcée à choisir. Prends cet argent ou prends sa place. Lynn essuya ses yeux. J'ai pris l'argent. Je me déteste chaque jour, mais je ne pensais pas qu'elle finirait là-bas avec lui. La voix de Monroe se brisa. Et Daisy? Lynn hocha lentement la tête. Elle n'était pas la première non plus. Vous trouvez ce nom, vous en trouverez d'autres. Des filles achetées pour rien, des filles qui ont disparu. Cette nuit-là, Gracie fit un cauchemar. Elle cria si fort que les lumières de la maison sécurisée vacillaient. Et quand Monroe la serra fort, la fille murmura, « Il arrive toujours. Il a promis de me retrouver. » La pluie frappait le pare-brise tandis que Ryan conduisait à travers les bois. Gracie dormait sur la banquette arrière, recroquevillée comme un chaton, ses petites mains tremblant toujours dans ses rêves. Monroe était assise tranquillement à côté d'elle, les bras croisés, perdue dans ses pensées. Qui diable était cet homme? Demanda-t-elle doucement. Ryan ne quitta pas la route des yeux. Il l'appelait Shepherd. Ce n'était pas son vrai nom, mais personne en ville n'osait le prononcer à voix haute. Shepherd était un chasseur. Il vivait seul dans les collines depuis plus de 20 ans. Les habitants disaient qu'il était autrefois pasteur. D'autres disaient qu'il était un évadé d'une prison du Texas. Il est apparu un hiver et les enfants disparus ont commencé après, un par un. Des filles entre 5 et 9 ans, disparues sans un bruit. Mais pas de corps, pas de signes, juste le silence. Les gens chuchotaient. Ils chuchotaient toujours. Le shérif a dit que c'était des loups. L'Église a dit que c'était la punition de Dieu. Les parents ont dit que c'était le destin. Mais une femme, Claire Mitchell, elle s'est levée. A dit que c'était lui. A dit qu'elle avait vu une fille se faire tirer dans son camion. Elle l'a dit à la ville. Elle l'a dit au shérif. 2 jours plus tard, sa maison a brûlé.
Sa voiture a été retrouvée près du lac. Pas de corps, juste sa bague de mariage fondue sur le siège. Pourquoi personne ne l'a-t-il arrêté? Demanda Monroe. La prise de Ryan se resserra sur le volant. Parce qu'il avait quelque chose sur eux. Tous. Des vidéos, des photos, des secrets. Gracie bougea, les yeux toujours clos, elle murmura, il a dit qu'il reviendrait. Quand le ciel deviendra noir. La peau de Monroe devint froide. Le ciel au-dessus d'eux soudain rempli de nuages et de tonnerre. Le vent claqua contre la vitre. Gracie se redressa d'un bond sur la banquette arrière, les yeux grands ouverts, le souffle aigu. Monroe se tourna rapidement. « Ça va, ma puce ?» Gracie ne cligna pas des yeux, ne parla pas. Elle montra juste la fenêtre. Un panneau routier passa dans l'obscurité. Shepherd Hill, 2M. Ryan ralentit la voiture. Monroe lui saisit le bras. « Tu es sûr de ça ?» Il hocha la tête. « Il est là-haut. Et je parie que Gracie n'est pas la seule. » La voix de Gracie sortit comme du verre brisé. « Il m'a dit que si je m'enfuyais, il m'enlèverait la langue. » Monroe sentit sa poitrine se broyer. « Tu es en sécurité maintenant, ma puce. Il ne peut plus te faire de mal. » Gracie la regarda, les yeux profonds, vieux. Trop vieux pour un enfant. « Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Il ne meurt pas. Il attend juste. » Alors qu'il montait la colline étroite, les arbres semblaient se pencher, engloutissant la route, des ombres bougeant comme des mains tendues. Puis ils la virent. Une cabane. Bois cassé, fenêtres brisées, mais une douce lumière orange brillait à l'intérieur. Ryan se gara. Au moment où son pied toucha le sol, l'odeur les frappa. Pourriture, fumée, sang. Monroe couvrit le visage de Gracie avec sa veste. Ryan sortit son arme. Ils marchèrent jusqu'à la porte. Toc. Rien. Un autre toc. Toujours rien. Ryan regarda Monroe, puis défonça la porte d'un coup de pied. À l'intérieur, le silence, sauf une chaise à bascule qui bougeait, grinçant, vide. Sur la table, une assiette, de la viande à moitié mangée, une chaussure d'enfant. Puis un son de la cave en dessous. Une voix sèche, rampante. « Tu l'as ramené. » Ryan resta figé. Gracie hurla. Et quelque chose claqua contre la porte de la cave. Ryan braqua rapidement son arme. « Restez derrière moi. » Monroe serra Gracie fort, sa main sur les oreilles de la fille. Mais Gracie ne pleurait pas. Elle secouait la tête encore et encore. « Non, 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 non. Il a dit qu'il reviendrait si je parlais. » La porte de la cave grinça de nouveau. Puis, crac. Les bois se fendirent. Quelque chose de lourd montait les escaliers en faisant des bruits sourds. Ryan cria, « Quiconque est en bas, sortez lentement. » Mais ce qui sortit ne marchait pas. Ça rampait. Un homme, si on peut appeler ça ainsi. Visage brûlé, yeux noirs et écarquillés, peau lâche comme si elle ne lui allait plus. De longs ongles grattaient le sol. Sa voix était humide, comme s'il s'étouffait dans son propre sang. « Tu as ramené ma mariée. » Gracie hurla. Monroe la tira en arrière vers la porte, mais l'homme bougea vite. Trop vite. Il saisit un marteau sur le sol et le balança vers la jambe de Ryan. Crac. Ryan s'effondra. Les armes glissèrent au loin. Monroe sortit son arme de poing, tira une fois, deux fois. Le sang gicla sur le mur. L'homme ne broncha même pas. Il sourit simplement. Un long sourire tordu comme si sa mâchoire n'avait pas d'os. « Elle t'a parlé de Das, n'est-ce pas ?» siffla-t-il. « Voudrais-tu la voir maintenant ?» Il se tourna vers les ombres derrière lui. Et de l'obscurité, un autre enfant sortit. Petite, pieds nus, les yeux vides. Gracie halta. Daisy. Mais Daisy ne sourit pas. Elle ouvrit la bouche et un son en sortit qu'aucun enfant ne devrait jamais faire. Un cri d'outre-tombe. Monroe resta figé. Le cri la frappa comme du verre au visage. C'était aigu, perçant, et plein de douleur.
Mais pas seulement de la douleur. C'étaient des couches de voix, comme si plus d'un enfant criait à travers ce seul petit corps. Gracie tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Arrête ça. S'il te plaît, arrête ça. Ryan essaya de se lever, la jambe saignant, mais l'homme, le monstre, ne le regardait plus. Il fixait Daisy. Il ne souriait plus maintenant. Il était terrifié. Non, murmura-t-il. Elle n'était pas censée se souvenir. Monroe recula, son arme tremblant dans sa main. Qu'est-ce que c'est que ça? Daisy fit un long pas en avant, puis un autre. Ses pieds nus laissaient des marques noires sur le bois. Elle regarda l'homme droit dans les yeux et pour la première fois, il redescendit les escaliers dans la cave, claquant la porte derrière lui. Silence. Monroe tira Gracie dans ses bras, la serra fort. Qui? Qu'est-ce que c'était? Gracie murmura, ils l'ont enterrée vivante. Elle criait quand ils ont refermé le plancher. Monroe sentit sa poitrine se broyer. Et tes parents? Gracie hocha lentement la tête. Soudain, un bruit sourd de la porte de la cave. Puis un autre bruit sourd. Mais ce n'était pas des poings. C'étaient de petites mains. Plus d'une. Ryan saisit sa radio. Toutes les unités. Nous avons besoin de renforts. Maintenant, il y a plus d'enfants là-bas. Monroe regarda la porte et murmura comme une prière, que Dieu leur pardonne à tous. Monroe. Une voix si douce, si brisée, si impossible. Elle recula. Gracie la serra fort. Qui est là-dedans? Monroe appela. La porte grinça. Le bois vola en éclats, puis le silence de nouveau. Ryan s'avança en boitant, la main sur son arme. N'ouvre pas, dit Monroe. Mais c'était trop tard. La porte de la cave s'entr'ouvrit en grinçant. De la poussière s'éleva. L'air devint froid et dans l'ombre. Ils la virent, une petite fille, pas plus âgée que 6 ans, pâle, vêtue d'une robe rose déchirée. Elle ne cligna pas des yeux, ne pleura pas, se contenta de fixer. Et derrière elle, d'autres visages. 5. 7. 9 enfants, tous silencieux, tous marqués, tous pieds nus, debout dans l'obscurité comme s'ils attendaient. La voix de Monroe se brisa. Daisy? La première fille hocha la tête, mais Gracie saisit la manche de Monroe. Ce n'est pas Daisy. Monroe baissa les yeux. Que veux-tu dire? Gracie tremblait. Ce n'est pas la même Daisy que sur la photo. Ryan regarda de plus près, puis il le vit aussi. La fille à la robe rose. Ses yeux étaient blancs. Pas de pupille, pas de lumière, juste le vide. Et quand elle ouvrit enfin la bouche, aucune voix n'en sortit, juste le son d'enfants qui pleuraient. Des dizaines, des centaines. Ryan tomba à genoux. Qu'ont-ils fait ici? Et derrière eux, un murmure dans la voix de Gracie. Ils les ont nourris à l'obscurité. Elle ne marchait pas. Elle flottait 1 centimètre au-dessus du sol. Ses pieds ne touchaient jamais les escaliers. L'air sentait la rouille, comme le métal froid et le vieux sang. Ryan laissa tomber sa lampe de poche. Elle roula dans la cave. Et quand le faisceau atterrit, ils virent des os. De tout petits, empilés dans les coins comme des animaux sauvages, sédentaires. Monroe se tourna vers Gracie. Depuis combien de temps faisait-il ça? Les lèvres de Gracie bougèrent à peine. Depuis avant ma naissance. La voix de Monroe se brisa. Où étaient les voisins? L'école? Gracie la regarda. Personne n'est venu. Personne n'est jamais venu. La fille en rose n'était plus qu'à 5 pas, ses yeux toujours blancs, mais sa bouche. Elle s'ouvrit de nouveau, et cette fois le cri ne venait pas d'enfant. Il venait des murs. Le bois gémit. Les lumières au-dessus d'eux explosèrent. Du verre tomba en pluie, et de la cave les autres rampèrent. Pas marcher, pas courir, mais ramper, tordus, pliés, les mains raclant le sol. Et chacun d'eux pleurait. Monroe sortit son arme. Ryan cria, ne tirez pas. Ce sont des enfants. Monroe ne bougea pas. Ils ne sont pas vivants, Ryan. Mais les enfants ne s'arrêtèrent pas.
Ils ne clignèrent même pas des yeux. Gracie murmura, ils veulent juste sortir. Ils sont piégés depuis si longtemps. Puis la fille en rose regarda Monroe droit dans les yeux et parla. Un seul mot, mais ce n'était pas un nom. C'était un ordre. Brûle. Et soudain, tout le plancher s'embrasa. Non pas des allumettes, non pas de l'essence, mais du chagrin et des cris qui n'avaient jamais pu sortir. Ryan serra Gracie fort. Bouge. Nous devons partir. Mais Gracie ne courut pas. Elle ne pleura pas. Elle resta juste là à fixer les flammes, comme si elle avait déjà vu ce feu, comme si c'était sa maison. Monroe lui saisit l'épaule. Gracie, tu veux mourir ici? La petite fille leva lentement les yeux et murmura, je suis déjà morte. La porte d'entrée claqua, se cloua toute seule. Une par une, chaque fenêtre se fissura, puis se scella. Les murs se tordirent. Le plafond gémit. La maison se refermait. Ryan se précipita vers la cave, sa voix tremblante. Il y a un moyen de sortir par là. Il doit y en avoir un. Mais les escaliers avaient disparu, engloutis par l'obscurité. Seul le bruit d'une respiration venait de là maintenant. Lourde, humide, pas humaine. L'arme de Monroe était inutile. Les planches du sol fondirent sous ses bottes. Et dans le coin, la fille en rose se tenait toujours. Mais maintenant, elle avait de la compagnie. D'autres enfants, les visages à moitié manquants, les corps fins comme des fils, tous fixants, tous silencieux. Puis la fille parla de nouveau. Bas, aigu. Pas à Ryan, pas à Monroe, mais aux autres enfants. Ils ne peuvent pas partir. Pas avant de l'entendre. Ryan recula. Entendre quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Gracie le regarda, les larmes coulant enfin, et dit, toute l'histoire. Parce que ce n'était pas à propos d'elle. Ce n'était pas à propos d'une seule petite fille. C'était à propos de tous. Tous ceux que personne n'avait vus. Personne n'avait sauvé. Personne n'avait écouté. Et maintenant la maison les forçait à écouter, même si cela devait les tuer. Gracie ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Elle ne cligna pas des yeux. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur les voix venant maintenant des murs. Des enfants, des dizaines d'entre eux, tous chuchotant à la fois, maman a dit que je coûtais trop cher. Papa préférait ma sœur. Il a dit que j'étais sale. Elle m'a enfermé dans un placard. Il m'a dit que personne ne me croirait. Une voix les traversa tous, petite, tremblante. J'ai frappé à la porte de la police, mais ils ont ri. Ryan ne pouvait pas parler. Monroe ne pouvait pas bouger. Le sol sous eux s'était transformé en pierre froide. Chaque fenêtre montrait maintenant une scène différente. Une fille assise seule dans une salle d'attente d'hôpital. Un garçon recroquevillé derrière une benne à ordures. Une enfant en bas âge avec des ecchymoses sur le cou, cachée dans une cage à chiens. La fille en rose s'approcha d'eux. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle planait. Son sourire avait disparu. Vous voulez la sauver? Demanda-t-elle à Ryan. Vous voulez être le héros? Il hocha la tête. Oui. S'il vous plaît, laissez-la partir. La fille cligna des yeux une fois, lentement, puis, porte sa douleur. Soudain, la poitrine de Ryan s'illumina de chaleur, comme si le feu était à l'intérieur de lui. Pas brûlant, mais brisant. Il cria fort, mais aucun son n'en sortit. Il tomba au sol. Ses mains sur son cœur, tombant, s'enfonçant dans quelque chose de plus profond que le plancher. Monroe sortit son arme, lâchez-le. Mais la fille tourna la tête et murmura, trop tard. Et quand Monroe baissa les yeux, Ryan avait disparu, englouti par l'histoire. Gracie tourna son visage vers Monroe et dit, tu as dit que tu me protégerais. Alors ne cours pas. Et Monroe, elle ne courut pas. Elle s'assit par terre, posa son arme, et dit, dis-moi tout. Parce que certaines histoires ne peuvent pas être arrêtées. Elles ne peuvent que être racontées, même si elles vous brisent. Les murs commencèrent à bouger, non pas à trembler, mais à se déplacer comme s'ils étaient faits de muscles, pas de bois. Monroe resta figé, son arme disparut, sa peur disparut. Seule une chose resta.
Gracie. Elle se tenait maintenant devant Monroe, pieds nus sur le sol brisé, les cheveux collés à ses joues, les yeux remplis de quelque chose de trop vieux pour son visage. La fille en rose avait disparu. Maintenant, il n'y avait que Gracie dans la maison. Et Monroe et la maison. Elle s'ouvrit. Derrière la cheminée, une porte se matérialisa des briques. Pas de poignée, juste un trou noir en forme de corps d'enfant. De l'intérieur, Monroe entendit quelque chose de pire que des cris. Des murmures bas, comme si quelqu'un priait, suppliait, répétait « Je n'ai pas menti. Elle a dit qu'elle m'aimait. Il était censé être mon père. Je pensais être la préférée. J'étais silencieuse. J'étais sage. Je n'ai jamais rien dit. » Monroe se leva. Gracie la regarda et hocha la tête. Elle marcha vers le trou noir. Ses doigts tremblaient en le touchant. C'était chaud, pas comme du feu, mais comme de la peau, comme un corps essayant de respirer à travers la pierre. Elle passa à travers. À l'intérieur du mur se trouvait une pièce. Pas de lumière, pas de fenêtre, juste des dessins. Gravés dans les murs avec les doigts, certains en rouge, certains en noir, certains brûlés dans le plâtre. Chaque dessin représentait un enfant la bouche grande ouverte, hurlant. Au centre de la pièce se trouvait un petit lit en métal, et sur le lit, une lettre, pliée, tachée, encore humide. Monroe l'ouvrit. L'écriture était tordue. Faite par une main qui ne pouvait s'arrêter de trembler. Elle disait, « Si tu lis ceci, tu l'as trouvé trop tard. Elle était à moi. Je l'ai payée, et j'ai pris ce pourquoi j'avais payé. Dis-lui d'arrêter de pleurer. Elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres. » La lumière dans la pièce devint rouge. Rouge sang. La voix de Gracie résonna derrière elle. Cette lettre vient du petit ami de ma mère. Ils m'ont vendu pour de l'argent de loyer. Monroe laissa tomber la lettre. Le lit commença à trembler. Les murs commencèrent à se rapprocher. Les bouches sur les dessins s'ouvrirent en grand. Et pour la première fois depuis le début de sa formation, Monroe courut avec Gracie dans ses bras. Mais cette fois, la maison ne la laissa pas partir facilement. Monroe courait, Gracie dans ses bras. La lettre brûlait dans la poche de sa veste. Les murs derrière elle hurlaient, non pas de douleur, mais d'être ouverts. Chaque pièce de la maison s'anima. Les photos tournèrent la tête. Les placards s'ouvrirent d'eux-mêmes. Les lits se tordirent comme des animaux essayant de ramper. Monroe arriva dans le couloir. Mais quelque chose lui saisit la cheville. Une main d'enfant. Petite, froide, serrée. Monroe baissa les yeux. C'était un garçon, pas plus âgé que 7 ans, blond, sale, sans chaussures. Il ne parla pas, se contenta de fixer. Les larmes remplirent ses yeux. Pas de tristesse, mais de la haine. « Tu la prends, dit le garçon. Elle n'est plus seule. Mais moi, je le suis toujours. » Monroe resta figé. Des dizaines de petits pieds résonnèrent derrière elle. Elle se tourna. Le couloir était plein. Des garçons, des filles, de toute taille, de tous âges, aucun ne clignait des yeux, aucun ne respirait. Gracie murmura, « Ils vivaient ici aussi. Ils sont morts ici, ou pire. » Une petite fille s'avança. Robe noire, pas d'yeux, juste une police là où ils étaient. Elle toucha le bras de Monroe. Ses doigts laissèrent des ecchymoses. Elle dit, « Prenez-nous aussi. Nous nous souvenons de tout. » La prise de Gracie sur le cou de Monroe se resserra. « Je ne veux pas partir sans eux, dit-elle. » La gorge de Monroe se serra. Comment porte-t-on des dizaines d'enfants morts? Comment sauve-t-on des fantômes qui n'ont jamais eu d'anniversaire? Les lumières vacillèrent. Le couloir s'allongea. Soudain, un grand coup. La porte d'entrée s'ouvrit en grand. L'officier Daniels se tenait là. Arme dégainée, les yeux écarquillés. Monroe bougeait. Mais Monroe ne bougea pas parce que derrière Daniels, l'air se tordait. Quelque chose de sombre, quelque chose d'énorme, rampait sur les marches du porche, et cela avait le visage de la mère de Gracie, seulement étiré et souriant. Gracie murmura, « Elle arrive. Elle n'aime pas que je parte. » Monroe se retourna. Les enfants se rapprochaient,
non pas pour faire du mal, mais pour suivre, pour partir, pour enfin sortir. Mais il y avait un problème. La maison ne les laisserait pas tous partir. Pas gratuitement. Monroe courut vers la porte, Gracie toujours dans ses bras, les enfants derrière elle, le couloir gémissant comme si la maison s'étirait pour les arrêter. L'officier Daniel cria « Allez !» Le premier pas au-delà du seuil. Cela ressemblait à traverser dans un autre monde. Le froid disparut. L'air revint. Au moment où la botte de Monroe toucha le porche, Gracie hurla, mais pas de peur, de douleur. Les yeux de la fille se révulsèrent, son petit corps se raidit, et la maison rugit. Un son comme de l'acier et des os se broyant ensemble. Daniel tira Monroe par le bras. « Vas-y. » Mais Monroe se retourna. Derrière elle, les enfants étaient toujours à la porte, certains tendant la main, certains pleurant, certains se tenant juste là, figés, comme si quelque chose derrière eux les retenait. Et puis cela arriva. Un par un, ils furent tirés en arrière, disparurent, aspirés dans l'obscurité à l'intérieur de la maison, partis. Sauf un, le garçon blond qui avait d'abord saisi la cheville de Monroe. Il se tenait juste derrière la porte, la fixant, silencieux. Daniel cria, « Tu ne peux pas les sauver. » Mais Monroe regarda le garçon et murmura, « Oui, je peux. » Elle tendit la main. Il tendit la sienne en retour et juste au moment où la porte claqua, leurs doigts se touchèrent. Le visage du garçon changea. Il sourit. Une seule larme coula sur sa joue. Puis il disparut aussi. Non pas tiré, non pas volé, juste parti, comme une histoire qui se terminait enfin. La maison devint silencieuse. De la fumée s'échappait du toit, mais il n'y avait pas de flamme. Le feu n'avait jamais été du feu. C'était la maison qui criait, se réveillait ou mourait. Daniel tira Monroe en arrière. « Vous avez besoin d'aide, dit-il. Vous êtes blessé. » Cette fille. Monroe se tourna vers Gracie. Elle respirait, vivante. Mais quelque chose avait changé. Ses yeux n'étaient plus grands de peur. Ils étaient calmes, comme si elle se souvenait d'être de nouveau une enfant. Une vraie, elle murmura. Ils sont en sécurité maintenant, et elle ne peut plus les toucher. Daniel secoua la tête. Je signale ça. Équipe complète. FBI. Peut-être un prêtre. Mais Monroe n'écoutait pas. Elle regarda la porte d'entrée et l'ombre derrière la vitre. Elle se tenait toujours là, souriante, observant parce que quelque chose les avait suivis, et ce n'était pas un des enfants. Gracie se tenait pieds nus sur l'herbe mouillée, de la fumée s'élevant derrière elle. La maison n'était plus que des os noirs et des cendres. Ryan était à genoux, toussant, tremblant, regardant le ciel comme s'il avait oublié à quel point il était grand. Monroe, elle pleurait. Pas pour elle-même, pour Gracie, pour eux tous. Les camions de pompiers arrivèrent. Les sirènes hurlaient. Les lumières clignotaient comme des souvenirs brisés. Mais Gracie ne regarda pas. Elle fixa les arbres, les ombres entre les troncs. Parce que quelqu'un d'autre observait, la petite fille en rose. Elle n'était plus à l'intérieur. Elle se tenait de l'autre côté du champ, juste observant. Sa robe brûlait sur les bords, mais ses yeux clairs, vides, vivants. Monroe toucha l'épaule de Gracie. « C'est fini, ma puce. Tu es en sécurité. » Mais Gracie se tourna lentement. « Non, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas fini. Vous ne savez toujours pas. » Monroe fronça les sourcils. « Savoir quoi ?» Gracie la regarda droit dans les yeux perçants, la voix stable. « Mon vrai nom. » Ryan se leva. « De quoi tu parles ?» Gracie avança, lentement, calmement, comme une somnambule. Et elle dit, « Cet homme et cette femme, ce n'étaient pas mes parents. Ils m'ont acheté. J'étais quelqu'un d'autre avant. » Monroe recula. La voix de Gracie se brisa. Il me faisait l'appeler papa. Elle me faisait porter cette robe. Puis son corps trembla comme si ses souvenirs lui déchiraient la poitrine. Ils ont dit aux voisins que j'étais adopté, mais je ne l'étais pas. Ils m'ont volé. Les sirènes s'estompèrent. Les bois devinrent silencieux. Seule une voix resta. Celle de Gracie.
Ils ont effacé mon vrai nom de moi en me torturant. Mais cette fille en rose, elle le connaît. Elle regarda de nouveau la maison noircie, des larmes brillant dans la lumière du feu. Elle s'est souvenue de qui j'étais quand j'ai oublié. Puis elle montra la fille en rose et dit, « C'est ma sœur. » La nuit était silencieuse maintenant. Pas de sirène, pas de feu, pas de cris. Seulement Gracie et la petite fille à la robe rose. Elle se tenait de l'autre côté du champ, ne souriant pas, ne pleurant pas, juste attendant. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle ne cligna pas des yeux. Gracie s'avança vers elle. Un pas à la fois. Monroe retint son souffle. Ryan murmura, non. Mais Gracie ne s'arrêta pas. Elle se tint face à face avec elle. La fille en rose, celle qui avait hanté chaque pièce, chaque miroir, chaque cri dans l'obscurité. Et puis la fille parla d'une voix qui n'était pas humaine, mais n'était pas cruelle. « Gracie, tu te souviens maintenant ?» Les lèvres de Gracie tremblèrent. Elle hocha la tête. « Oui, je me souviens. » Ses genoux fléchirent. Elle tomba dans la terre, les mains tremblantes. « Je me souviens de ton nom », elle leva les yeux, des larmes coulant comme du verre. « Émilie. Tu es Émilie. » La fille en rose, Émilie, sourit doucement, et murmura, « Tu ne m'as pas quitté. » C'est eux qui l'ont fait. Gracie pleura, sanglotant dans l'herbe. Ils t'ont enfermée dans le grenier et m'ont dit que tu étais morte. J'avais 4 ans. Émilie s'approcha. J'ai attendu. Toutes ces années, je voulais juste que tu prononces mon nom de nouveau. Monroe et Ryan essayèrent de l'atteindre, mais ils ne pouvaient pas bouger. L'air était épais, comme si le temps s'était arrêté. Puis Gracie se leva, les larmes coulant toujours, et murmura, « Je suis désolé de t'avoir oublié. » Émilie sourit plus largement. Le feu derrière eux se réduisit à néant, et elle aussi. La robe rose s'estompa, la peau se transforma en lumière, et la petite fille disparut. Seul un vent doux resta. Gracie se retourna, le visage pâle, les yeux grands ouverts. « Je suis prête maintenant, dit-elle. » Monroe la rattrapa, la serra, la berça comme une mère qui n'avait jamais eu la chance. Ryan pleura, pas fort, juste assez pour faire mal. Ils ramenèrent Gracie à la maison cette nuit-là, dans une vraie maison, sans serrure aux portes, sans dîner froid, sans ecchymoses à cacher. Des semaines plus tard, Gracie était assise dans sa nouvelle chambre. Une douce lampe rose brillait à côté d'elle. Elle dessina un tableau. 2 petites filles se tenant la main sous un arbre. Elle le plia et murmura, « Je n'oublierai plus jamais, Émilie. » Le vent dehors répondit, doux, léger, sûr, et pour la première fois depuis des années, Gracie sourit.